Donc on va passer maintenant au plus beau avec la Après Grande les Séraphons, Alliance. c'est ça? Ouais, surtout avant les Stormcast. Donc avant la Grande Alliance de l'Hadès, avec les plus beaux, hein, c'était pour l'Hadès, hein, je voulais dire pas spécialement les Ossiarches. Donc on va commencer par les Ossiarches Bone Reaper, qui ont fait une entrée fracassante il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu as quelque chose de particulier en liste à nous proposer? Non, bah disons que c'est une armée qui a aucun potentiel, hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va passer à autre chose. Non, non, mais voilà. Alors déjà, faut savoir, malheureusement, il y a des trucs qui sont très au-dessus dans tout le BT, et en termes d'unité, et en termes d'allégeance, enfin de sous-allégeance, j'entends. Ouais, c'est ça. Et donc, quand vous allez vouloir partir vraiment sur de la compète, ça laisse peu de marge enfin, ça laisse peu de marge. Vous allez vouloir partir sur ça parce que a priori, c'est ce qui a l'air vraiment vraiment au-dessus, quoi. Donc de base, de la Petrifex avec une Mortec Shield Corps quand vous avez les points pour la rentrée, parce que ça reste un bataillon qui est super fort. En termes de liste, bah écoute, on peut globalement, je pense que les listes, Moi, je pense qu'il y a vraiment trois listes qui peuvent ressortir, hein, ouais, qui incontestablement se glissent au-dessus avec des petites modifications. ouais, C'est la 40-40-20 Mortec, parce que du coup, tu as suffisamment de présence sur table pour tout tanker. Le mm, Liège Cavalos, un Soul Mason, et soit, au choix, deux Kata, deux Gotizar. Et c'est là que vraiment, je pense que tu as une orientation à prendre. Parce que une seule Kata, je dirais que c'est trop aléatoire. C'est compliqué. ouais. Tu fais pas assez peur avec ta kata. Voilà. Tandis que deux katas, bah là, en fait, tu as une menace que l'adversaire, bah, à peu près n'importe où sur la table, en fait, parce que ça, on arrive quand même à 43 de portée, je crois, hein, Ouais, avec le move 43, possible. ouais, exactement. Tu peux juste pas l'ignorer, quoi. Ça te one-shot quasiment tout Mm. sur un jet de dés pas dégueu. L'alternative étant les Gotizar qui te rendent tes unités, surtout tes packs de 40, bah, beaucoup plus tanky, quoi. Mm. Vraiment plus tanky. Euh, mais d'un autre côté, tu as cette menace à distance qui est plus là. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, les deux grosses possibilités avec la petite subtilité qui peut être d'y glisser les cogs pour que Ouais, tes Osiark, tes Mortec c'est ça. Donc, aillent encore plus loin et puis puissent avoir un impact un peu plus fort. c'est ça. Donc, de base, en plus, faut pas oublier, mais les cogs, alors, c'est pas le sort le plus simple du monde à lancer, puisque c'est quand même du 7, ça vaut 80 points, c'est quand même super cher. Ouais, ça te Par coûte 10 contre, Mortec, hein, ouais, et par contre, enfin, ouais, c'est ça, au final, ça va te coûter les 10, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un artefact et on joue toujours la Mortec Shield Corps, donc vous avez toujours un deuxième artefact au choix qui vous permet d'avoir plus 2 au lancement sur le Mortisan sous le Mason tant qu'il n'a pas encore fait un 10+. Un 10+ naturel, il me semble. ok. Donc voilà, donc vos cogs vous les passez à 5 et vos petits Mortec, bah, T1 ils peuvent se déplacer de 9 parce que vous avez quand même pas mal de PC, enfin PC, de RP à dépenser. Euh, Plus éventuellement des bonus à la charge, etc. Puisque avec les cogs, ils sont déjà plus 3 en charge. Donc c'est assez cool. Après, justement, c'est assez intéressant que tu dises comme ça, parce que nous, c'est vrai qu'à la dernière méga bash, on n'avait pas fait ce pari-là de partir sur du 40-40-20, et on était plutôt parti sur un 40-20-20. Pourquoi? C'était pour rentrer un bon shaper. Et pourquoi rentrer un bon shaper? C'était pour le match-up miroir. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait dans le match-up miroir on a deux katas. Je pense que maintenant on va pas forcément voir beaucoup de deux Gotizar, on va plutôt voir deux katas, j'ai l'impression. Parce que Ouais, je ça pense débloque aussi. complètement des match-up. Et en fait la kata elle a ça de particulier qui est peu. Alors en début de partie on va lancer 2 dés, on va choisir une figurine. Donc qui est à portée, donc on a dit 43 avec la ligne de vue, etc. On choisit une figurine, on jette 2 dés, si on fait plus ou égal que son nombre de points de vie avec le modificateur appliqué qui est à plus 3 au début de partie, la figurine est slain. Il faut bien voir que dans des packs de Mortec, ce qui applique le droit d'avoir la relance, c'est les Katos. Donc quand vous avez des katas qui tirent sur les Katos T1, en fait, potentiellement, le mec n'a plus de relance. Et le Bone Shaper a ça de bon, c'est qu'il ramène, on peut ramener jusqu'à 3 figurines. Donc en fait, dans un match-up miroir, vous allez vous garantir que le mec en face, quasiment à coup sûr, n'aura jamais de relance sur son pack de Mortec, alors que vous allez garder les vôtres. Donc ça fait partie des trucs que c'est un choix qu'on avait fait. Alors malheureusement, on a eu la grande chance de prendre 4 sur nos 5 parties, 4 listes qui n'avaient pas d'Ossiarch. Mais voilà, nous on l'avait vu comme ça. Ça débloquait le match miroir. Après, il y a toujours le choix d'équipement sur les packs de 40 épée ou lance. Nous, sur notre pack de 40, on avait fait le choix de partir sur de l'épée, encore une fois pour le match-up miroir. C'est
toujours la même chose. Je pense que c'est plus intéressant, hein. Socle Je veux de dire, on est 25. sur des petits socles, hein, c'est Ça. ça, on tape déjà sur 2 rangs. Mais voilà, donc après, à voir selon sur quoi vous allez jouer, mais c'est vrai que nous, bah, avec notre Bone Shaper, on était relativement confiant d'envoyer notre Ossiarch contre un Ossiarch sans Bone Shaper. Voilà. Parce qu'il n'y a C'est pas, assez intéressant comme il y a réflexion, pas c'est clair. 36 000 héros qui vous permettent de ramener des figues en Ossiarch. Il y a Nagash, c'est un poil cher. Il y a Arcane, c'est un poil cher. Et derrière, c'est le Bone Shaper. C'est C'est les ça. trois seuls. Et le Bone Shaper, c'est 130 points. 130 points, c'est littéralement 10 Mortec. Alors le problème, c'est qu'avec le bonus dégressif, les derniers Mortec, on va faire le calcul rapidement, ça passe de 390 à 440, donc vous les payez que 50 points. Voilà, vous allez sacrifier 20 Mortec, ça va vous coûter un Bone Shaper. À côté de ça, ça va vous permettre de rentrer le Endless Spell en rab, euh, qui va vous donner un petit bonus à la touche. Donc voilà, ça fait partie des alternatives, en tout cas à base de Mortec. Est-ce qu'on est prêt à perdre 20 Mortec pour gérer un match-up miroir plus facilement? C'est ça. C'est des choix que c'est des Je pense qu'en solo, clairement, ça va être compliqué de prendre cette décision. ouais, En team, ça peut. c'est ça. En team, bah voilà, on va être confiant d'envoyer notre recherche contre un autre et ça peut être assez cool de pouvoir tout simplement bloquer l'Ossiarch en face sur ce qui n'est pas donné à beaucoup de listes. Voilà. Donc ça, c'est les deux Après, premières optiques. Pardon. non, j'allais rebondir ouais, sur cette réflexion. C'est est-ce que conserver ton Ekatos toute la game coûte 20 Mortec? En gros, est-ce que avec voilà l'invue qui ramène, avec la sauvegarde ouais, et les C'est bonus surtout qu'il la donne, relance en fait. C'est surtout la relance ouais, parce c'est que ça. perdre la relance, ça veut dire que moi, j'arrive dans tes Mortec, je suis en N-2, t'as une sauvegarde à 5, c'est tout. A l'inverse, le mec en face, il est en 5 reroll et peut-être s'il n'a pas d'héros à porter sur des packs de 20, il a encore son Feel No Pain à 6. Voilà, après, c'est toujours pareil, quoi. C'est des choix mais voilà, ça fait partie des petits, on va dire subtilités, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, des choix intéressants à faire. Je pense que vous soyez en solo ou en équipe, vous prendrez pas forcément le même comme tu as dit. Donc ça, c'est les listes à base de Alors, Mortec. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour coucher l'Ossiarch? On a toujours les listes à base de tir, hein, c'est toujours pareil, vous allez être sensible au tir sur ce genre de liste, vous allez être sensible à l'anti-horde. Je commence à regarder un petit peu ce qui se fait en Séraphon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les grosses bestioles, mais déjà on a deux sorts d'anti-horde. Je pense qu'on va abuser des endless, donc on va abuser des BM. Sans parler qu'il y a vraiment moyen de bloquer les Ossiarch Ouais, avec voilà avec tes unités. Donc c'est pas impossible. Non, non, c'est pas impossible que le Séraphon devienne un peu compliqué pour l'Ossiarch. ouais, Moi, dans les listes aussi où il a du mal, je vois la Skaven avec Tankol. ouais. Que mine de rien, Tankol, bah, c'est le tueur par excellence d'Ossiarch, hein, avec ses gros lance-flammes là. C'est ça. Alors après, le souci, le problème de Tankol, c'est que c'est 400 points. Mm. Et nous, c'est vrai qu'on avait fait le choix, par exemple, de partir sur des lance-flammes, parce qu'un lance-flamme, c'est 80 points de mémoire, ou 70, je sais plus exactement. Et Ça coûte un peu moins cher, quoi. ça coûte un poil moins cher, vous pouvez en mettre 3 potentiellement, sans trop forcer. Et stat, ça couche, sans le feel no pain, ça couche stat un pack de Mortec si vous surchargez. Le lance-flamme, qu'est-ce que c'est? C'est un 4 plus une BM. Alors, c'est les figurines à 8, mais si vous arrivez à le placer correctement, ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je dirais aussi que la Tsench, Ouais, Duplicitus sera juste infâme pour l'Ossiarch parce qu'en ouais, fait, le Mortec, on en fait tout un foin parce que c'est nombreux, enfin c'est populeux, ça avance pas si mal, ça tank ouais. comme jamais. C'est des super séquitors les machins. Euh, Ça tape, mais c'est là où il faut quand même, voilà, ça tape pas non plus comme des sourds. Hmm. Ça tape bien parce qu'ils sont beaucoup à taper et voilà. Faut pas oublier que ça blesse, je crois, sur 4+, et Ça que t'as à blesse peu sur près des aucun 4. moyen Il n'y a rien. Ah, de enfin, les il fiabiliser. y a un moyen avec un Mais artefact qui vous permet d'avoir plus un à la blesse si vous êtes entièrement à 9. voilà, C'est c'est pas si souvent. la cartouche, la Gotizar cartouche, il me semble. Voilà, c'est pas si simple. Euh, bon, après, voilà, c'est clair qu'ils vont pas aimer le Zench. Après, ça tape pas si Donc en fait, fort. c'est ça, c'est que la Duplicitus aura tellement de ping sur la table que jamais les Ouais, Ossiarch vont pouvoir les sécher, donc ne pourront pas se désengager, c'est ça. et du coup ne pourront jamais avancer. Je pense que ça, Exactement. c'est clairement un no match. Il n'y a Puis, rien à en redire. puis la conflagration fait pas plaisir non plus. Non, c'est ça, mais il y a un peu plus un peu plus de subtilité. C'est ça. Parce que là, pour le coup, il y a moyen de se désengager. Donc sur un double tour, ça peut faire des blagues. Hmm, Les katas peuvent quand même vraiment sécher les flammers qui sont fragiles. hmm. Voilà, on discute un peu plus. Ouais, c'est clair. Donc voilà, là c'est vraiment sur les optiques Mortec. Maintenant, on a une optique quand même. Il y en a un qui a quand même vachement profité de la sortie Ossiarch, c'est Nagash.
Parce que, alors lui pour le coup, lui c'est champagne quoi. Il ramène 3 figurines, enfin 3 PV flat sur 5 unités sur la table. Il connaît tout le domaine de magie. Il vous apporte un truc qui est pas négligeable, c'est qu'avec son aptitude de co, il vous permet de relancer les 1 à la touche. Donc ça c'est assez cool, puisqu'on n'a pas les aptitudes de co génériques en Ossiarch. Et il vous permet surtout de relancer les 1 à la save. Et surtout, ça veut dire que c'est tout le temps, et c'est aussi en phase de tir. Donc si vous êtes contre du tir qui a Et pas que c'est aussi forcément... sur lui-même. Ouais, c'est surtout, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment sur tout le monde, hein. C'est un PC, et donc un RP. Donc payer ça pour un RP, ça paraît absolument ridicule, quoi. Il y a toute votre armée qui va relancer ses 1 à la touche et ses 1 à la save pour un RP. Enfin, genre, ça paraît dément. En plus, il a aussi profité du fait que maintenant il puisse spammer son trait magique. Bon, son Mystic Shield, on repassera une autre fois. Mais il peut relancer son trait, il peut lancer 8 traits magiques. Euh, Franchement, il y a de quoi faire, voilà. Donc toi, Ce qui fait t'avais... qu'en fait, il va pouvoir faire vachement de BM. Il va pouvoir ressusciter des gars. Il va être quand même super dur à tuer avec sa save améliorée. Ouais. Et Il est en 2+, ouais, ça. Et donc c'est 8P, c'est du 2+, il soigne 2-3 tous les tours. 2+, relance les 1, voilà. Donc c'est compliqué à tomber. alors, C'est du coup, à côté, je crois que tu peux mettre max à peu près 50 Mortec. Donc, c'est là que le bas blesse. En gros, c'est est-ce que Nagash mérite de diminuer autant le nombre de Mortec? Je pense qu'il y a vraiment des blagues à faire avec. Faut bien le jouer. Voilà. C'est pas évident, mais je pense que il y a vraiment moyen c'est de ça. jouer Nagash à ce format-là, quoi. En fait, le souci, c'est que Nagash va pas nous laisser la place de rentrer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir rentrer et kata et bataillon. Parce que le bataillon, il nous coûte quand même un héros. Un mortisan, précisément. Ouais, mais je crois que du coup, ça rentre justement avec 50 Mortec, C'est ça, le héros et Nagash. T'es pile poil à deux pauses, en fait. c'est ça. Mais Et donc c'est ça qui est quand même costaud. du C'est que tu coup, peux vraiment décider de, ouais, mais bah, de commencer ou on pas va se avec. passer, on va se passer des katas en l'occurrence. Et voilà, on Ça, pourra pas c'est tout sûr. avoir parce qu'on a quand même une figue à 880 points. Faut compter quand même 70 de miroirs parce que la main de poussière avec les miroirs, c'est assez cool. Voilà, après vous serez sûrement le roi de la magie, à voir avec les séraphons qui maintenant vont balancer et dispellent à +3 +4 sur toute la table Ça en va être plus. sympa le match-up, ouais. Ouais, je pense que on verra si y croit qui arrive à museler Nagash. Mais voilà, donc moi voilà, franchement il y a des trucs à faire. Que ça soit avec bon, Mortek, je pense que tout le monde l'a vu. En Nagash, à voir. À voir. Après, si vous voulez être fou, vous pouvez jouer Arcane et Nagash. Là, par contre, il y aura sûrement plus que 30 Mortek sur la table. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, c'est à peu près Bien, tout sur bien. les Ossiarches. Bon, on va pas parler euh, des autres légions, en tout cas pour la compète, parce qu'elles sont en dessous. On a déjà fait une review dessus sur un truc un petit peu plus exhaustif. Là, c'est pas le but, c'est vraiment d'essayer de présenter deux trois listes, enfin ouais, plutôt une ou deux, mais là on est parti sur deux trois. Donc voilà, on va s'arrêter là sur les Ossiarch Bone Reaper. On va passer maintenant aux légions. Ah, il est bien beau d'ailleurs celui-là. Alors les légions, il y a beaucoup de trucs à dire. Commence par tes chouchous. Ta chouchou. Ouais, alors on va commencer. Ah, j'en ai deux. Alors, on va commencer par les premiers, c'est les légions de Nagash. En légion de Nagash, je pense qu'il y a un truc qui est très fort. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce qui est Légion de Nagash, Legion of Blood, Legion of Sacrament, on a une restriction qui est forte. Euh, alors, pas pour les Nagash, mais pour les autres, c'est que si vous voulez jouer un Mortark, vous serez obligé d'avoir le Mortark de la Légion, et en plus il devra être général, donc ça veut dire que vous perdez des traits de co. Si vous jouez en Legion of Nagash, vous avez le droit, si vous jouez pas votre Nagash, heureusement, d'avoir un autre Mortark et qui soit pas forcément général. Donc moi ce que j'avais beaucoup aimé faire, c'était m'appuyer un peu sur la Légence Nighthaunt. La Légence Nighthaunt qui... Enfin sur les figurines de la Légence Nighthaunt qui ont quand même de bonnes entrées. Quand on voit 280 points les 40 Chain Rasp, qu'on C'est pas cher. une éthérée à 5 et assez facilement un Feel No Pain à 6 puisqu'on est sur des légions et donc c'est within 6 pouces. Moi ce que j'aimais bien faire c'était partir sur une base de Neferata qui me permettait de gérer des match-ups de trucs qui tapent trop fort typiquement avec beaucoup de debuffs, un nécro avec le Overwhelming Dread, le Fading Vigor, donc moins une attaque, si on paye le Locus ça va être moins 2 attaques, on charge un soldé, on a moins 1, moins 2 à la touche, on arrive à rentrer les Géminides, c'est franchement bon. Pour avoir un peu d'impact, j'avais tendance à sortir un Vampire Lord sur Dragon Zombie, qui lui avait la chance de pouvoir être général en Légion de Nagash, malgré le fait que j'ai Neferata. Avec une petite amulette éthérée, ça fait toujours plaisir. Et ce dont on s'est aperçu dernièrement avec les modifications de coups en point
particulièrement pour Neferata, qui a un petit peu perdu, c'était que ça nous permettait de rentrer une corpse carte. Alors la corpse carte, ça paraît tout con, mais c'est un truc qui est 80 points, ça vous rajoute plus 1 au lancement de vos sorts. Ça vous rajoute plus 1 au lancement des sorts sur tous les sorciers de l'Hadès qui sont à 18. Donc vous comptez que ça va compter aussi, je ne l'ai pas dit, mais sur le Vordrai avec la Neferata. Donc vous avez votre liste avec Vordrai qui peut potentiellement être éthéré assez facilement grâce au bonus. Neferata qui va coller donc quand même des debuffs à la touche assez sévère. Le Vampire Lord sur Dragon Zombie, un Tarpite de 40 Chain Rasp, 2 fois 5 clous, une Corpse Carte, vous avez franchement une belle liste qui peut gérer des trucs qui tapent trop fort. Et puis c'est une liste qui est super variée, qui a des belles figues dedans. Ouais. Non, franchement, c'est une liste qui est. Je sais pas à quel point elle est optique, mais en tout cas, elle est super sympa. Moi, je trouve que c'est une des listes vraiment les plus sympas que tu as pu sortir. Ouais, alors j'avoue que je n'ai pas la paternité, seule de cette liste, on va dire. Je ne rentrerai pas dans ce débat puisqu'il y a actuellement plusieurs procès en cours. Mais, mais voilà, ça fait partie des listes cool. En tout cas, l'ajout de la Corpse Card récemment, ça fait très plaisir. Après, on a une autre liste. Voilà. Par contre, le problème de cette liste, je reviens dessus, c'est qu'on a pas mal de pauses parce que globalement, les bataillons des légions sont pas fous, sauf celui de Legion of Sacrament. Et c'est là que je place ma superbe transition. C'est le bataillon Lords of Sacrament. Donc, le bataillon Lords of Sacrament, c'est du évidemment Legion of Sacrament, donc plus 1 au cast sur les sorciers, qui vous demande d'avoir une Mortis, 2 Nécro et Arcane. C'est pas franchement une taxe méga rude. 2 nécros ou plus, donc potentiellement vous pouvez sortir 3 nécros. Alors les premières sorties que j'avais fait avec, c'était un Vampire Lord sur Dragon Zombie, et plus le temps passe, plus je me dis que tous mes nécros qui ont 2 sorts et qui lancent à plus 3 avec la Corpse Cart, Arcane qui a 4 sorts à plus 5, et ben ça donne envie de jouer des Endless. Donc en fait j'étais plutôt parti sur une liste à base de 2 voire 3 nécros, toujours la même base de 40 Chain Rasp 2 x 5 loups, et pour le coup là pas mal de Endless. Malheureusement, on n'est pas Séraphon, donc ils sont pas liés. Bon, après, ils coûtent un peu moins cher, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, ça fait partie des listes fortes. La Mortis, c'est pas mauvais, ça vaut que 180 points. Et dans ce bataillon-là, ça vous donne plus 1 au cast. Avec le bataillon, enfin, pardon, plus 1 au cast avec la Mortis. Plus 1 au cast avec la Légence. Encore plus 1 au cast avec la Corpse Cart. Bon, vous commencez à être assez solide niveau magie, et voilà, je trouve que c'est des listes qui sont toujours intéressantes quand on est sur de la magie, parce qu'il y a toujours des choix à faire. Donc voilà, c'est l'autre liste que j'avais en tête, qui est assez cool, qui représente pour moi les 2 bonnes listes des légions si vous ne sortez pas un Nagash. Et finalement, avec Nagash, on peut quand même essayer de faire quelque chose, parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir le sortir avec ses légions. Ouais. C'est simplement en fait de le jouer avec des tapis de chaîne rasp. Pour les mêmes raisons que ça m'a évoqué, hein. Finalement, c'est que c'est populeux, c'est pas si facile à tuer. Et puis, quand on a 120 sur la table, qui peuvent revenir par pelle entière, grâce à Nagash et à 1 ou 2 nécros. Et aux fausses communes. Et aux fausses communes, bien sûr. En fait, tu peux en récupérer plus de 10 par tour, que tu vas replacer à côté des autres. Ouais. Mais du coup, en fait, tu vas faire que gagner du terrain avec. Donc, en fait, tu vas pouvoir, en ramenant 10-15, gagner énormément de terrain de cette manière-là. Et puis, en fait, ça, à déloger des objets, ça va juste être infâme. Ouais. Donc voilà, c'est une optique pour jouer Nagash qui est tout à fait viable. Et là encore, c'est vrai que le nouveau up de Nagash, le nouveau profil de Nagash au moins. C'est ça, après sur ce qui est vraiment Legion of Nagash particulier, il a quand même pas mal perdu parce qu'avant il connaissait tout. C'est vrai. Il connaissait les sorts de tous les sorciers de l'Hadès autour de lui, donc ça c'est plus le cas. Malheureusement, donc on avait tendance à le sortir avec Neferata parce que du coup il pouvait filer un éthéré en rab à quelqu'un d'autre et le lancer à plus 3, ça faisait plaisir. Maintenant c'est plus possible. Je pense que cette liste, de mon point de vue, elle est moins forte que ce qu'elle a été. Tout simplement parce que, alors, modulo que maintenant Nagash ramène 3 flats sur 5 unités, ça c'est cool. Mais va falloir le jouer autrement, et maintenant jouer Neferata et Nagash, ça a plus forcément beaucoup de sens en Legion of Nagash. Ouais, ça coûte trop cher. Ça, moi je connais des gens qui ont gagné des tournois avec les deux, donc je ne dirai plus rien. Très bien. Donc c'est à peu près tout pour les Légions of Nagash. Après, voilà, on n'a pas parlé de la Légion du Deuil. Vous pouvez toujours essayer des choses à base de braverie bombe.
il y a des mercenaires qui sont très bons pour ça. Olinder, plus Banshee, plus Banshee. C'est ça. Donc, le problème en fait, c'est que si on joue Linder, on se passe d'un trait de co qui nous donne -2 à la bravoure à 12 pas. Donc, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas de gros héros qu'on peut rentrer. Donc, vos héros sont fragiles, ils sont peut-être éthérés, mais ils ont max 7 PV de mémoire avec C'est ça. le Knight sur poney. Donc, voilà, c'est sûrement pas aussi bon. Si vous voulez faire des listes d'impact, vous avez la Legion of Blood avec les chevaliers du sang. Donc, Chevalier de sang, ouais. donc Moon voilà, c'est Knight. fort, mais je pense qu'aujourd'hui il y a meilleur. Et voilà, vous tomberez sur meilleur que vous au CAC. Donc il faut jouer sur un autre terrain, quoi. Soit sur de la magie, soit sur du debuff, hein. Ça vous permet de tenir au CAC aussi. C'est un peu l'idée de la liste à base de Neferata. Donc voilà, ça c'est à peu près tout sur les légions. On va passer maintenant aux Flèche Eater courtes. Flesh Eater. Alors du coup, Flesh Eater, on a aussi un petit peu plusieurs optiques de liste. Il y en a une ces derniers temps qui ressort pas mal. En fait, voilà, au tout début, c'était les Terror Gaze qui étaient vraiment mis en avant. Finalement, c'est toujours possible de jouer des listes avec genre 3 Terror Gaze dedans et ça va cogner comme pas possible. Ça a la possibilité de taper en premier, ça a la Ouais, possibilité potentiellement de taper quand ça meurt. Ça fait très mal. Mais voilà, moins que ça n'a été. Et finalement, ce qui ressort un petit peu plus là en Flash Eater, c'est les Flyers. Enfin, les bataillons en fait avec les grosses goules de CAC et de distance. mm, Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bataillon avec le Vargulf. Il va quand même y avoir un Terror Gaze, il va y avoir des packs de ghouls. Il y a moyen de descendre vraiment à pas beaucoup de pauses grâce à tout ça. Et en fait, le principe, ça va être d'avancer très très vite en début, dès le T1 avec les grosses ghouls. Et en fait, T1 va avoir cette énorme unité qui va tomber dans l'adversaire. Pendant que les ghouls à distance, elles, vont pouvoir tirer directement être à portée, hein, avec leur petite portée. ouais. Voilà, donc c'est une liste qui peut faire des blagues en fait. C'est une liste qui est bien pensée et qui peut faire des blagues, même si c'est sans doute pas quelque chose d'extrêmement opti. C'est ça. Après, on a toujours la classique Crystal Gore qui a quand même pris un coup, puisque maintenant elle ne peut taper en premier avec le GG que si elle a chargé. Alors c'est toujours pas mauvais, en fait le truc c'est que c'est une des rares armées qui a un moyen de toujours avoir son mot à dire au CAC. Pourquoi je dis ça? C'est parce que typiquement je pense toujours au Fire Slayer. Sur la plupart des armées, si le mec claque son PC pour taper avant vous, votre pack il va juste sauter quoi. Sauf si vous êtes idonette T3, voilà, c'est un peu frustrant. Si vous êtes en Flash Eater, bon à la limite si vous êtes avec vos générales, vous tapez en premier quand vous pouvez taper en premier si vous avez chargé. Vous bougez de beaucoup, donc vous allez souvent avoir la possibilité de charger en premier. Et au pire, si vous vous faites sécher, vous pouvez taper une fois ou deux, euh, selon le nombre de PC que vous payez. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, c'est ce qu'on avait vu aussi au Hammer and Bolter avec une liste anglaise qui se basait sur, de mémoire, 2 Arborants Ghoul King sur Terrorgeist et un sur Dragon Zombie pour le buff. Mhm. Un Arche-Régent, parce que l'Arche-Régent, ça fait partie de ces entrées qui sont rentrées il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est rentré avec la fameuse boîte et la figue exclusive, qui est quand même une entrée super forte, hein, qui a rajouté des 3 attaques sur un Terrorgeist, ça fait rire personne, et ramener 20 ghouls dans le dos en bord de table, ça fait rire personne. Et qui, eux, jouaient une corpse carte aussi pour fiabiliser encore et toujours la magie. 80 points, c'est pas cher payé quand on commence à avoir des sorts importants et pas mal de sorciers. Donc voilà, c'est une armée qui reste forte. Je pense que c'est une armée qui est terrible à petit format. Je pense à du Meeting Engagement ou du 1000 points. L'Arborant Ghoul King sur Terrorgeist, C'est une des figues les plus pénibles à tomber, en fait, Ouais, tout simplement. c'est ça. Puis même si vous la tombez, vous allez prendre la foudre, quoi. C'est ça. Donc Et à ce format-là, ouais, ça fait la différence, hein. c'est ça, clairement. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant les fakes. Euh, j'ai après, voilà, il y a toujours les listes à base de blister skin aussi qui peuvent être sympas. On les voit moins, franchement, on les voit moins. Euh, mais ça tapera sûrement moins fort que du Crystal Gore. Vous allez tenir un peu mieux. Grosso modo, c'est comme ça que je le vois, c'est le petit trade-off à faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout concernant les Flèche Eater courtes. Si tu n'as rien à ajouter. Très bien, très bien. On va passer tout de suite au Nighthaunt. Alors, les Nighthaunt, moi c'est l'armée avec laquelle j'ai commencé. J'ai commencé à peindre et j'ai commencé à jouer. Euh, je suis un peu embêté parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce qu'on avait dit un peu avec Mila, c'est qu'on est sur des War Scrolls qui sont bons,
parfois. Je pense pas typiquement au Chain Rasp. Alors, faut savoir aussi que c'est un truc qui avait été joué beaucoup. C'est toujours la même chose en fait, hein, avec les Grimghast Reaper qui étaient très bons, mais on les joue en Légion of Nagash. On a les Blade Guest qui sont quand même assez bons, mais on n'a pas de mécanique, on n'a pas vraiment de mécanique de rip-hop euh, comme on peut avoir avec les fausses communes. Et en fait, on va payer cette allégeance en fait. On va payer cette allégeance alors que je pense que dans d'autres allégeances, on aurait des figues qui sortiraient clairement du lot. Donc c'est un peu embêtant. En termes de liste, vous en avez une qui est assez intéressante, c'est quand vous commencez à jouer avec tout ce qui est Fanel de Nagashizar, etc., qui va vous permettre de vous ramener des figurines, donc pas des points de vie, mais des figurines. Quand vous commencez à jouer avec des Spiritoast, des X-Rays, des choses comme ça, voilà, c'est des orientations de liste qui peuvent être assez cool. Malheureusement, bon, bah ça tape pas forcément super fort. Votre 10 plus non modifié à la charge, c'est cool, mais ça arrive pas très souvent, hein. De tête, bah, ça fait une chance sur 6 si je dis pas de Complètement bêtises. random, quoi. C'est une attitude que tu payes, mais si ça passe, bah oui, c'est génial, mais c'est complètement random. C'est ça, donc une chance sur 6. Vous avez. Bon, c'est compliqué. On va être très dépendant des héros. Vous avez beaucoup d'aura à gérer. Euh, et en fait, cette aptitude de taper en phase de charge, c'est excellent. Mais vous n'allez pas toujours pouvoir bénéficier de toutes les auras des héros qui sont quand même assez courtes. Et on a quand même des socles assez gros, que ce soit les Grimghast ou les Bladegast, on est quand même sur du socle de 32. Après, vous avez une autre orientation de liste que je trouve très cool personnellement, c'est de partir sur le. Je me souviens plus comment il s'appelle, le petit pote qui vous permet de TP. Le Dreadblade Arrow, voilà, ça m'est revenu. Qui vous permet, lui, de vous TP tout seul. Donc en fait, vous allez TP cette figurine à l'autre bout de la table. Et ensuite, vous allez pouvoir ramener potentiellement à l'autre bout de la table 40 Chain Rasp ou 20 Blade Guest ou des choses comme ça. Donc ça vous donne une grosse mobilité. Une façon complètement différente de jouer l'armée. Par contre, voilà, ça vous fait un général qui va pas être super tanky et vous serez un peu triste s'il meurt, quoi. Voilà, parce que cette aptitude, il ne l'a que s'il est général. Donc, c'est les deux orientations de liste que j'aurais envie de donner. Euh, On sent bien le fan qui a essayé de sauver jusqu'au bout. non, mais voilà, clairement, je pense que si des petits changements de coup en point, des petits changements d'aura, des petites choses comme ça leur ferait le plus grand bien, parce qu'ils ont des filles qui sont pas dégueux, quoi. Que ça soit, Comme tu l'as dit, les War Scrolls, ils sont suffisamment bons pour qu'en fait, tu aies envie de les jouer ouais. dans les autres allégeances, quoi. Voilà. Donc on en a fini maintenant avec la DES et on va passer au plus gros maintenant avec la Grande Alliance Destruction. On va commencer tout de suite par Orruk Warclan et alors particulièrement sur la partie Iron Joe parce que sur la partie Bone Splitters on n'a pas vu grand chose. Franchement on n'a pas vu grand chose et moi j'ai pas eu l'occasion de tester forcément grand chose non plus sur Bone Splitters donc j'ai pas d'avis encore très tranché dessus. Ça a l'air de mon point de vue un peu moins costaud que ce qu'on peut faire en Iron Joe, typiquement, voire en Bigwag. Bah, c'est ça. Et puis, à vrai dire, on n'a même pas vu beaucoup en tournoi non plus, hein. Voilà, il y aura que Alex qui va peut-être pouvoir nous dire des choses sur les bonnes splitters, C'est ça. parce qu'il aura essayé, hein, jusqu'au bout et a bien performé avec. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour Orruk Warclan, il y a quand même la liste Iron Joe qui est pas dégueu, hein, Ouais. qui est pas dégueu parce qu'ils ont quand même des figues qui sont déjà emblématiques, hein, avec le Mokrechat, Ouais. qui est un des plus gros bourrins du jeu. Voilà, la liste en gros avec le Mokrechat, un gros pack de cochons, parce que finalement, bah, les cochons, ça a quand même une bonne portée. Il y a pas mal de possibilités pour les faire avancer en phase de héros, etc. Et en fait, ça a plein de points de vie. Donc, pour tomber, c'est pas évident. Ouais. Et voilà, complété du coup avec le bataillon, bien sûr. Alors, en termes Qui, d'allégeance, là, on est quand même plutôt sur de l'Iron Suns. Donc, ouais, c'est l'Iron ça, Suns complètement. qui vous donne plein de choses. Ça vous donne la possibilité, qui vous donne un -1 à la touche pour l'adversaire au T1. Ça fait quand même assez plaisir quand on est sur du tir. Il vous donne la possibilité de charger à la fin de la phase de charge adverse. Donc ça fait moyennement rigoler. Et en plus de ça, vous avez toujours la possibilité pour un PC. Il y a des bataillons intéressants et il y a des trucs qui nous permettent d'être un peu économes sur les PC, qui vous permettent de vous déplacer ou de taper ou de charger à votre phase de héros. Ouais, Donc, bon résumé. donc de vous désengluer. Voilà, donc sur l'Iron, là, a priori, on part sur quelque chose du style Iron Sun Gorefist. C'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est ça pour compléter le bataillon. Bah, c'était un ou deux packs de Hard Boys,
et des brutes. Les brutes, en fait, dans cette allégeance, sont quand même un petit peu en dessous, en fait, parce qu'elles coûtent vraiment cher. Ouais, Elles cognent, hein, ça, il n'y a aucun doute, mais elles coûtent quand même un petit peu cher. Là où, en fait, les Hard Boys, en étant un peu plus populeux déjà, bah, vont quand même aussi envoyer des patates. c'est ça. Et là, la dernière méga bash à Esprit Ludique, on a Christophe qui a joué au Rook et qui a fait des super perfs avec. Hein. Notamment, on a lancé chez deux Fire Slayer. En fait, il s'est glissé dans des erreurs adverses avec bah, des unités. En fait, c'est ça qui avait une super forte projection. Hmm. Et la moindre erreur d'aura ou truc comme ça, bah, en fait, il l'a fait payer cash, quoi. C'est ça, faut pas oublier qu'on a le War Chanter quand même. Le War Chanter qui vous permet soit de déclarer des charges à 3d6 selon, alors je connais pas le terme Uruk spécifique, mais selon la C'est prière. WAG, non? Non, non, ouais, ça doit être ça. Qui vous permet de charger à 3d6 ou alors de filer aussi, ça c'est de base, plus une attaque, plus un dégât sur un profil d'arme. Quand vous commencez à avoir des Hard Boys qui saturent dégâts 2, bah, mais qu'en face il a pas intérêt à louper sa save quoi. Et puis en plus on a toujours les mécaniques de Smashing and Bashing qui font quand même moyennement rigoler parce que ben, ça casse complètement l'alternance, ça casse aussi les histoires de potentiellement je tape immédiatement après toi, etc. Donc franchement la Légion c'est forte, c'est une énorme projection, c'est des énormes bourrins de cac. J'avoue que moi j'aurais pas forcément tendance à jouer des brutes. Voilà, je pense à des listes, comme tu dis, avec un, un ou deux Warchanter, un Shaman pour avoir une petite TP, etc. C'est cool. Le vomi vert aussi qui fait plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir de se balader de D6 de mémoire en face de héros. Donc voilà, ils ont des mécaniques assez intéressantes et ça a une projection de malade quoi. C'est ça. Et je crois que niveau bataillon, du coup, en fait, on fait rentrer toutes nos unités facilement dans un bataillon. Par contre, pour les héros, il n'y a pas de bataillon. Et ça, du coup, c'est ça qui fait vite monter en nombre de pauses. Donc, il y a quand même des choix à faire après à ce niveau-là, en fait. Ouais, Où est-ce qu'on met notre seuil, quoi. on a des listes fortes, solides d'Iron Suns qui tournent autour de 5 pauses à peu près. C'est ça. Voilà, donc vous êtes quand même relativement bas en pause, hein. 5 pauses c'est pas non plus, c'est pas, c'est pas énorme quoi. Voilà. Mais vous serez en dessous des listes qui arrivent à descendre potentiellement, bah, évidemment. Hein. Bon, un peu monopause, j'en parle même pas, mais des Osiarches buildés un peu de façon particulière, etc. Voire du Fire Slayer, si vous perdez le premier rôle, vous risquez d'être au-dessus quoi. Voilà. Donc c'est à peu près tout concernant Iron Joe. Je vois pas 36 listes qu'on pourrait emmener un petit peu partout. Sur la Big Wag, moi en ce qui me concerne, j'ai moins de connaissances. Non, je Euh, pense qu'elle est un petit peu en dessous, en fait. Hein. C'est très intéressant et c'est très tentant comme système de jeu. Mais Bah on va voilà, il emmener y a quand même Gordrak, plus. C'est ça, en fait. Finalement, Godrak qui est bon, mais qui est un peu une taxe en fin de compte. bah, qui est nommé en fait, qui a le défaut d'être nommé en fait. Voilà, Hein. c'est ça. Donc Là où ton Mokresha, il peut être éthéré, etc. c'est ça, Quoi. c'est clair. Voilà, donc c'est à peu près tout concernant cette partie sur la Destru. On va passer maintenant au deuxième plus beau, les Gloom Spygate. Alors, Les plus nombreux. c'est ça. Alors franchement, il n'y a pas 36 orientations malheureusement. Déjà au niveau du BT, il faut bien voir que ça se découpe en plusieurs parties. Les Moon Clans, les Squigs, les Trolls et les Araignées. Si vous Tu veux voulez... pas nous vendre un peu les araignées, là? C'est bon? Non? Alors j'aurai un T'as été peu... vacciné Ah bah contre le après... venin? Ah bah si vous voulez partir sur du petit format à 750, je pense que c'est un des meilleurs trucs. Si vous commencez à monter à 2000 points, ça va clairement s'essouffler pour des raisons intrinsèques Évident de nombre d'unités araignées. C'est ça. En fait, tout tourne autour d'un seul sort qui fait au maximum des 3 unités. Donc, bah, c'est cool d'en avoir 10, mais ça vous sera pas super utile. Donc, ça, c'est concernant les araignées. Moi, alors, je pense qu'il y a des listes pas ridicules à faire, mais clairement pas top tier à base de Squig. On va essayer justement des listes à base de Scraggot et de un certain nombre de Manglers qui vous donneront la possibilité, quand vous aurez décidé d'être éligible pour faire des Pilin à 6. Donc c'est assez cool. Le souci c'est que vous allez vous écraser sur, bah, vous passerez jamais du Osiarch, vous passerez jamais du Fire Slayer parce que de toute façon il tapera avant vous. Par contre, si vous êtes sur quelque chose d'un peu moins costaud, ou alors qu'il n'y a pas de trick de je tape avant toi, bah, il y a clairement des blagues à faire parce que T1 potentiellement avec les listes qu'on a faites, bon alors je vous cache pas qu'il y a 6d6 c'est assez random, mais quand votre adversaire vous demande à combien vous pouvez charger, vous pouvez le regarder gentiment en lui disant 43. Et ça c'est cool. Voilà, mais c'est clairement pas le plus opti.
Sur la partie troll, alors eux j'aurais carrément du mal à les sauver. Je vois même pas. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a sûrement des mix à faire. Je pense que dans les mix, je suis même pas sûr de mettre des trolls. Euh, Par contre, mettre une Mangler, etc. avec du Moon Clan. Et les Moon Clan, je te laisse nous présenter ça. C'est peut-être ceux qui s'en tirent le mieux dans cette histoire. Ouais, en fait, j'ai voulu faire ressortir une liste, enfin un type de liste que j'ai trouvé vraiment costaud, vraiment intéressant. C'est vraiment basé sur du mass Stabas Shootas. Je pense qu'il y a moyen de monter un truc genre 160 figs, des trucs où ça peut repop. Hein. Et voilà, dans cette allégeance, il y a moyen de faire repop la moitié des unités. Mettre des fanatiques dans les Stabas, parce que finalement, c'est des figurines qui ont qui sont assez particulières à jouer. Hein. Elles surgissent de ton unité aller au cac avec l'unité qui t'a engagé, Mm. et qui font très très mal. Et en fait, à côté de ça, tu vas mettre plein de chamans, plein de endless, et tu vas pouvoir en fait bloquer l'adversaire. Tout simplement avec tous les stabas, tous les endless, tu vas essayer de bloquer l'adversaire au maximum. Et là où les Fire Slayer, bah, les scénars, c'est un peu leurs ennemis, là, le scénar, ça va être ton ami. C'est-à-dire que tous les trucs où les objets vont être espacés, où il va y avoir des objets dans ton camp, des objets ailleurs, bah, en fait, toi, tu vas être vachement bien pour t'étendre, pour bloquer l'adversaire, pour aller prendre la table. Et du coup, il y a vraiment des blagues à faire, en fait. Hein. C'est juste une liste qui est casse-couille, en fait, Mm. pour l'adversaire, tout Ouais, il y a simplement. beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de debuffs. Faut pas oublier qu'on est quand même assez fiable hein, à la magie avec ça. Mm. Vous vomissez du CP avec les fungoids, j'en parle même pas. Si vous voulez mettre un Scragot, ben, ça peut aussi se faire hein, en le mettant en général. Au niveau, à la magie, ça rigole pas. On a le chaudron qui nous permet d'avoir encore des bonus au cast. Bref, vous pouvez avoir votre sorcier, votre Scragot à +3 sans trop broncher, hein, avec la lune, le chaudron et son plus un natif. Il faut pas oublier que lui, il a quand même un truc qui permet de péter des artefacts. Et péter Et des artefacts sur du 6 dans un décor ésotérique, avec 2D, bah, c'est pas ridicule quoi. C'est pas ridicule. Quand vous allez pas rester englué 10 ans. Alors après, le souci, moi, que j'ai en Gloomspite, je mets de côté la partie Squig, qui elle euh, se prémunit un peu de ça, c'est qu'on n'a pas trop vraiment de moyens de descendre bas en pause. Voilà. Donc vous allez souvent tourner au minimum autour de franchement 8-9 pauses. C'est vraiment le minimum. Parce que les bataillons sont très chers. Trop chers. Typiquement, je prends l'exemple, hein, on a un bataillon qui. Je crois que c'est le Skull Mob Horde, qui vous demande d'avoir 3 Shootas slash Stabas et 3 unités de fanatiques. Les unités de fanatiques sont déjà tellement chères. Les Stabas, vous n'allez pas les jouer par 20, ça n'a pas de sens. Donc vous allez jouer au moins par 40. Bah en fait, si vous comptez déjà 3 fois 40, 3 packs de fanatiques et le Skull Mob Horde, bah en fait vous êtes déjà beaucoup trop haut en points pour vraiment que ça soit rentable. Parce que de toute façon pour derrière vous ajouter les avez. héros, les LS, C'est ça, si c'est pour être tout à ce que tu 8. as besoin, Si quoi. c'est pour être à 8 pauses au lieu de 13, de toute façon, bon bah écoute, ça va peut-être pas changer grand chose quoi. Et à l'inverse, en fait, tant de fanatiques, en fait, ça n'a pas de sens. C'est Enfin, ça. ça coûte trop cher, quoi, En fait, ce qui est intéressant avec les fanatiques, c'est aussi l'aspect psychologique. C'est voilà, sache qu'il y a un pack où j'ai des fanatiques. Bon bah si t'as des fanatiques dans tous les packs, il y a bon bah de toute façon, voilà, ok, bon bah je sais que je prendrai ça et il n'y a plus trop de paris à faire. C'est aussi moins intéressant. Après, je pense que l'ajout d'un truc qui cogne, type Mangler, un loot boss sur Mangler dans ce genre de liste, c'est pas déconnant. C'est une unité qui a pas un socle énorme et c'est une unité qui a une projection de Maboule, ça peut courir chargé, ça tape vraiment fort. Franchement, on a Tu tendance peux à. pas l'ignorer, en fait. Il y a trop d'armées qui peuvent pas l'ignorer, en C'est fait, ça. le feed comme ça. Ça vole et c'est un petit socle, donc ça a pas trop de soucis pour passer derrière. On a tendance à dire que c'est très random, mais on a quand même assez facilement 7 attaques en 2 reroll 2 Rennes-2, dégâts de D3. Donc ok, lancer 1 D3 c'est random, lancer 7 D3 on commence déjà à lisser, et quand on est sur du 2 avec des relances, on commence à être un petit peu serein je pense. Voilà, donc c'est vraiment une optique et demie on va dire en termes de liste. C'est la base de Moon Clan principalement, et c'est la base de Squig. Je pense aussi, les Glooms s'en sortent aussi du fait que c'est assez peu connu. On a souvent tendance à négliger le fait que bah, quand tu as 120 stabas sur un objet et que tu as moins 2 à la touche, c'est compliqué de passer. C'est Parce ça. qu'en fait, Mhm. ils sont sur l'objet. Si vraiment ils sont sur l'objet avant toi, c'est compliqué. Par contre, ce genre de liste, bah, ils vous passeront pas quoi. Clairement, ils vont pas vous faire beaucoup de dégâts. Vous avez le petit trick du Loon Boss qui va vous mettre des BM.
mais ça va pas vous stratosphériser quoi. C'est toujours la même chose. Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire. Ça peut être intéressant dans un format type méga bash où on vous demande d'avoir potentiellement une liste d'estru. On verra que je pense que il peut y avoir débat avec la dernière et aussi avec les Iron Joe qu'on a vu avant. Et bien la dernière, allons-y, Alors, c'est qu'est-ce que tu as à nous dire pour la dernière? alors les Ogormo Tribe. Alors Ogormo Tribe, moi je l'ai joué à la dernière méga bash. J'ai pas énormément de recul dessus parce que j'ai pas fait 50 parties avec. Euh, je pense que. Alors, c'est pareil quand. On a quand même des unités Behemoth avec les Stonehorn et les Frostlords sur Stonehorn qui sont extrêmement létales. On a un potentiel de BM qui est monstrueux. On a une projection qui est super forte. Et on a. Et surtout, dès que tu commences à charger, c'est vraiment. C'est hyper létal. Je sais que bah, moi j'étais parti dans un Stormcast. Je sais que voilà, si quand il a pu ses Aetherwing et qu'on a 4 Stonehorn qui commencent à se charger et qu'on a des traits de monture dévastateurs, on peut sans trop broncher balancer une trentaine de BM dans la tête du mec. euh, avec déjà, on va le dire, mais on a une allégeance qui s'appelle Boulder Red qui vous permet d'avoir un trait de monture par héros monté. Donc ça c'est Mhm. énorme quand on voit les traits de monture qui sont super intéressants. Vous en avez un, le Metal Cruncher, j'en parle pas, mais on prend une unité au début de la phase de combat qui a une save de 4 ou plus, c'est des 6 BM. Unité qui est engagée, c'est pas dégueulasse. Euh, on a des aptitudes de co quand on est en boule de raid pour taper plein profil. On a aussi un bataillon qui est super intéressant, qui est le Hurlbad, qui nous demande d'avoir un Huskar euh, et ensuite quelques de Fang et au moins une unité de Beast Rider, qui vous permet encore de rajouter des BM quand vous balancez des 6 à la touche. Donc disons que comme ça, en optique de liste, pour l'instant, je suis pas trop convaincu par la partie, on va dire, spam piéton. Encore moins par la partie spam piéton tir, parce qu'il y a quand même une allégeance qui est dédiée au tir. Je pense que la boule de raid est vraiment au-dessus. Alors après, ça veut pas dire que vous pouvez pas sortir un pack de gloutons, hein, parce que les gloutons, ça tank peut-être pas, mais ça tank au PV. 4 PV par tête quand on est à 12, bah, ça fait quand même 50 PV à sortir quasiment. Donc c'est assez intéressant. Après, voilà, je pense que la partie Stonehorn, que ça soit Beast Rider ou avec les Frostlords dessus, c'est relativement intombable quoi. Votre Frostlord éthéré, il a quand même 13 PV, 13 PV avec une save à 3 éthéré, Feel No Pain à 5. Bon, ça commence à être compliqué à tomber. Du coup, pour ajouter ouais, deux petites remarques à ce que tu dis, je pense que après la méga bash, j'ai l'impression vraiment que le Hunter, avec ses crocs de sabre, bah, dans ce genre de liste, c'est assez auto-include en fait, parce que ça met vraiment une pression sur l'adversaire d'un truc qui va arriver dans ton dos, qui va pouvoir charger dès qu'il arrive grâce au bonus des Hunters sur les crocs de sabre. Et en fait, bah, ces gros chiens là, en fait, ils cognent, hein. Ils cognent vraiment. Mm. Donc je pense que c'est quelque chose, bah, en fait, ouais, l'adversaire peut vraiment pas l'ignorer et commencer à devoir s'étendre, protéger ses flancs, ses machins, quand en face, bah, en fait, t'as les gros behemoths qui te chargent de front, ça devient un peu compliqué. Ouais, faut pas, ouais, c'est ça. En fait, faut pas oublier que on l'a pas précisé, mais un Stonehorn c'est 10 figs sur un objet. Ouais, et c'était la deuxième remarque. En fait, je pense que c'est la seule allégeance qui a cette règle-là avec ces behemoths. Ouais, Et en fait, c'est ce qui permet de jouer de une survivre. liste Ouais. full behemoth, quoi. Tout simplement, en fait, hein. C'est De ça. rendre une liste full behemoth à peu près viable. C'est ça, c'est exactement ça. Je sais que moi, à la méga base, je devais jouer Destru. J'ai hésité entre du full squig à base de Mangler et du full Ogre. Bah, en fait, Il y en a le un qui comptait 10 sur les objets et voilà. l'autre, Et l'autre qui comptait un et qui était moins tanky, quoi. Donc, c'est ça. très clairement, ça, c'est super fort. Après, c'est vrai que vous avez aussi la possibilité de descendre assez bas en pause. Ce que vous perdez quand vous commencez à jouer des hunters avec des crocs de sabre et que vous commencez un peu à multiplier les types. On va dire type, quand je dis type, c'est vraiment la partie Behemoth, un petit magicien potentiellement, et ensuite des hunters avec des crocs de sabre. Vous allez monter en pause. Moi j'ai beaucoup hésité, de base on avait des listes à 3 pauses, on a préféré sortir un magicien, en rajouter un, euh, pour avoir bénéficié du domaine de magie, quitte à perdre une pause. On s'était dit qu'entre 3 et 4 c'était pas dramatique. Non, Euh, c'est ça, en fait, c'est que tu as quand même ouais, un problème de riche, là, quoi. non mais voilà, c'est toujours des. Faut bien voir qu'en fait quand on est en Ogre, on n'a pas toujours la possibilité de charger T1. Et c'est hyper important de descendre bas en pause parce que il faut savoir laisser le T1 quand on sait que Mm. de toute façon on fera rien. Voilà. On a beau avoir des traits de co avec plus 1 en move et des traits de monture avec plus 1 à la charge, bah, quand on est sur des scénarios à 24 et sur un adversaire qui se met volontairement à 28 ou 30,
bah, on est bien content de laisser le T1 pour que le mec sorte de chez lui parce que nous, ça fera pas grand-chose, quoi. Ouais, tout à fait. Très clairement. Donc voilà, après c'est des choix comme d'hab, hein, c'est toujours des choix, toujours des trade-offs de est-ce que j'accepte d'avoir un truc où je vais avoir peut-être plus de mobilité, plus de choix dans la partie, mais qu'en même temps je peux complètement m'exposer à un T1 où je ferai rien et à un double tour potentiel derrière. Bon, Ça, c'est Kata, ouais. voilà, c'est des armées où, pour le coup, c'est des armées où si on a le double tour, ça peut vite exploser en face. À l'inverse, si on a un tour où on fait rien, bah c'est assez dramatique. Voilà. Un petit bilan là du coup sur la destruction. En fait, finalement, il y a vraiment 3 types de listes qui ressortent, une par grosse allégeance. Mm. Et ce qui est assez sympa en fait, c'est qu'on voit que dans chacune, il y a vraiment moyen de faire une liste qui qui tire son épingle du jeu, quoi, qui a possibilité de faire des choses, qui est certes pas complètement opti, mais tu as moyen de faire des choses originales, Ouais. soit beaucoup l'énorme masse, soit les gros monstres, et quand même finalement de performer en tournoi, même si en partant, voilà, faut quand même accepter qu'il y a des choses qu'on passera pas, mais il y a des choses à faire avec chacune des allégeances, quoi. C'est clair. En plus, comme je le dis, hein, on a toujours l'effet de surprise avec ces listes. Mm. Parce que Gloomspite, il n'y a pas grand monde qui connaît. Iron Joe, on n'en voit pas non plus à tous les coins de rue. Donc voilà, on a toujours l'effet de surprise et ça compte énormément. Franchement, ça compte énormément. Ouais, Rien c'est qu'en bien termes de ça. placement de l'adversaire, etc., euh, c'est euh, c'est un vrai plus. Voilà. Donc on a fini notre petit tour sur la destruction.